Alors, Erev Tov à tout le monde, bonne soirée. On continue notre cycle d'études des Halachot Shabbat. Et avec votre permission, Bon, moins fort. On va dédier le cours de ce soir à la tragédie qu'on a vécue vendredi dernier. Hein, ça nous a tous ébranlés, mamache ébranlé. Hein. Personnellement, ça m'a touché peut-être plus que d'habitude, je ne sais pas pourquoi. Tout ce nombre de Neshamot qui sont rappelés par Dieu dans un jour tellement propice où toutes les portes sont ouvertes. Mohamed Saïd donnait des brachot et toutes les femmes qui n'avaient pas d'enfants, eh bien, donner des enfants. Bon, on ne comprend pas ce que Hachem veut. Bon, impossible d'interpréter pourquoi. La seule chose qui nous reste, c'est de toute façon de s'améliorer, ajouter dans la Torah, dans les mitzvot, dans la Bat Israël. Voilà, c'est tout ce qu'on peut dire. Dire qu'on connaît les causes, on ne les connaît pas. Hein, on va appeler ça Cheble Mashiach. On va appeler ça les douleurs de l'enfantement de Mashiach. Voilà ce qui nous est arrivé. Mamash, ça. Personnellement, j'ai été vraiment ébranlé par cette tragédie. Nos frères, des chassidim, des jeunes, des vieux, des petits. Bon. Donc voilà, c'est petite halachot qu'on enseigne, petite par le nom, mais immense par leur mérite, parce que les halachot, c'est Hachem qu'on amène dans le monde, hein, c'est une amshacha, c'est amener Dieu dans ce monde, les halachot, c'est marqué de nombreuses fois dans le Tanya. Torah mitzvot, c'est un kesher avec Dieu, c'est un kesher avec la Elokut. On est des hommes matériels, on a notre neshama, elle est dans la peau de serpent, hein, mashra des chivia, comme dit le Zohar. Eh bien, dans cette peau de serpent, on arrive à amener de la Elokut, on arrive à amener Dieu. C'est un miracle, mais c'est comme ça. Ça nous paraît drôle, mais notre Emouna, elle nous dit ça, c'est le Zohar qui le dit, c'est Tania qui le répète. Donc, on s'accroche à ces concepts. Donc, nous revenons au Halachot Shabbat. Aujourd'hui, on va changer un petit peu de l'habitude. Nous sommes en période, à Betrivka, l'école Betrivka, nous sommes en période de bilan. Et donc, en préparant les bilans de première et de terminale, quelques halachot intéressantes. Donc, messieurs et mesdames, hein, mesdames et messieurs, on va faire le shiur aujourd'hui sous forme de questions-réponses. Hein. On pose des questions et puis on répond. Et au fur et à mesure, donc c'est vivant. Hein, s'il y a des questions au fur et à mesure qui vont se réveiller, eh bien, c'est tant mieux. Donc, une espèce de révision générale de l'ensemble des halachot qu'on a pu faire ces derniers mois, aussi bien dans Shabbat, on a parlé de Bishul Goy, on a parlé de Ilchot Yichud. Voilà, ne serait-ce que juste avant de me connecter avec vous, une personne m'a posé la question. Sa femme est à l'étranger, il est avec sa fille à la maison, et puis il est avec sa fille à sa maison, et sa fille a invité une copine. Y a-t-il Yichud? Voilà, on va commencer par cette question. Elle est tout à fait. Même une minute avant de me connecter avec vous. Ah oui. Eh bien, nous avions dit, si vous vous rappelez, qu'une des solutions pour Yichud, c'est un chômeur. La fille, elle est chômerette de son père. C'est sûr que le père aura honte de faire une avéra en présence de sa fille. Donc, le jour, ça marche. Malheureusement, la nuit, ça ne marche pas. La nuit, il faut deux. Étant donné qu'on dort, les chachamim ont été plus marmir, et donc, ils ont exigé qu'il y ait deux chômerim. Donc, il a fallu que ce monsieur, il ait deux filles, ou une fille et un garçon, pour sauver du problème de Yichud avec la copine de sa fille. Donc, c'était interdit. En deux mots, la réponse interdite. Donc, ils ont trouvé une solution. Donc, finalement, la fille et sa copine sont allées dormir dans un autre appartement. Oui, c'est vraiment, c'est des choses c'est du quotidien, c'est au jour le jour. On peut se trouver dans une situation de Yichud. Donc, un papa, sa fille et la copine de sa fille, il y a Yichud le jour. Il y a Yichud, excusez-moi, la nuit, pas le jour. La nuit, donc la nuit, il faut deux chômeries, mais en l'occurrence, il n'y en avait pas, donc ils ont dormi ailleurs. Voilà. Alors, nous allons commencer, donc, comme j'ai dit, sous forme comme ça de questions-réponses aujourd'hui. Hein. Et une des questions que j'ai demandées à mes élèves donc, de première et de terminale, donc en l'occurrence c'était terminale, expliquez-moi le principe qu'on appelle Shvut, des Shvut, les Tzorech Mitzvah. On revient sur certains principes avant de rentrer dans les cas concrets. Qu'est-ce que ça veut dire Shvut, des Shvut, les Tzorech Mitzvah? Le mot Shvut veut dire. Le mot Shvut veut dire un issur des Rabbanan, une interdiction des Rabbanan. Et là, c'est Shvut, des Shvut, Shvut, shel Shvut. Un issur des Rabbanan sur un issur des Rabbanan. Ça veut dire quoi? Ça veut dire
le premier Issur des Rabbanan très connu, il s'appelle Amiral Egoy, Amiral Enochri. On ne peut pas. Midi Rabbanan, la Torah n'interdit pas de demander à un goy de faire une melacha pour nous. Le passage qui dit les magnes noirs, Shocha, Chamocha, la Torah a donné Shabbat pour que ton animal se repose, ta famille se repose, tes enfants se reposent, etc. Mais le goy, non. Le goy, non. Tu as un goy qui travaille pour toi, c'est Moutar Minatora. Vraiment interdit. Donc, demander à un goy de faire une melacha, c'est interdit, Midi Rabbanan seulement. Si maintenant je demande aux non-juifs de ne pas faire une melacha interdite par la Torah, de faire une interdiction qui est seulement Midi Rabbanan. Donc, c'est un double des Rabbanan. D'abord, je demande à un goy, qui est toujours un Issour des Rabbanan, pas Midi Torah. Et ce goy-là, il va faire un Issour que pour moi serait seulement en Midi Rabbanan. Donc, c'est un double raison d'être Mekil. Eh bien, si on ajoute un troisième paramètre, à savoir que ce que je demande, c'est l'Etzorer mitzvah ou l'Etzorer efsed meroubé. Pour les besoins d'une mitzvah, je vais vous donner tout de suite des exemples. Pour les besoins d'une mitzvah ou pour les besoins d'un efsed meroubé. Il va y avoir une grosse perte si je ne demande pas cette chose-là. Eh bien, j'ai le droit de demander aux non-juifs de faire cette chose. Prenons un exemple. Il me manque une bouteille de vin. Bouteille de vin. J'habite, comme vous le savez, la ville de Hier, et j'ai un ami qui habite Brunois, à 1 kilomètre. Je ne peux pas faire kidouche, je voudrais le faire sur du vin. Je peux le faire sur du pain, vous savez, on peut faire le kidouche sur du pain. Je vais faire donc le kidouche sur du vin. C'est mieux, c'est plus moudar. À Hier, nous tenons que se promener dans les villes de Hier a un guéder, un statut de carmélite. Ce n'est pas un vrai Reshut Arabim, ce n'est pas un vrai domaine public. Parce qu'il n'y a pas les 600 000 personnes, parce que les rues ne sont pas très larges. Je ne rentre pas dans trop des détails sur ces carmélites, mais en tout cas, Admour Zaken dit En lanou Reshut Arabim d'Oraïta dans l'immense majorité des cas. Donc hier, Brunois, c'est carmélite. Donc demandez, se promener dans une ville comme ça ne vous parle pas peut-être en Israël, parce que bon, vous avez des hérovines partout, mais bon, vous savez très bien que d'abord, il y a des villes où il n'y a pas de hérovines en Israël, et puis en France, il n'y en a pratiquement pas. Donc demandez porter Shabbat dans la majorité des rues, c'est un Issur des Rabbanan. Donc, si je demande à un non-juif de porter pour moi, donc c'est un double des Rabbanan. Si la raison de ma demande, c'est pour une mitzvah, comme aller chercher des matzot, des chalotes, du vin, si je n'ai besoin pour le kidouche, c'est permis. Donc, en deux mots, quand on a un goyan à disposition et qu'il nous manque quelque chose pour le kidouche à la choule, par exemple, il nous manque du mashké. Nous considérons, nous sommes de tendance racidique à avoir du mashké pendant le Fabringen, dans l'Aïd Bahadout, c'est une mitzvah, bien sûr. Ça aide donc l'avancement du Fabringen. Donc, aller chercher du mashké ou du vin ou des chalotes, etc., c'est une mitzvah, bien sûr. Donc, s'il me manque dans ma choule, au collège, dans la choule, il me manque du mashké, il me manque du vin, il me manque des chalotes, bien, j'ai le droit de demander à l'homme de ménage d'aller en chercher chez un voisin ou à côté, à l'école de Betrivka qui est juste à côté. Ça s'appelle Shvout et Tzorach Mitzvah. Donc, vous pouvez étendre ce principe, ça sert énormément, que chaque fois qu'on aurait besoin de faire un Issur des Rabbanan seulement, eh bien, si ce Issur, c'est seulement des Rabbanan, je peux le faire. Je peux vous donner plusieurs autres exemples. Vous avez des objets mouksés. Je n'ai pas envie de rentrer. Quels sont les mouksés que j'ai le droit de porter, de ne pas porter. Bon, c'est une leçon en soi. Je peux demander à la femme de ménage de déplacer le mouksé. C'est un Issur des Rabbanan. Donc, elle fait un Issur des Rabbanan. Si c'est les mitzvahs, parce que j'ai besoin de la place, on va dire que je vais vous donner un cours, j'ai besoin de la place, c'est permis. Donc, bien sûr, dans ce cas que je suis en train de citer, il faut savoir quels sont les interdits des Rabbanan, quels sont les interdits de la Torah, de l'Oraïta. Mais quand on le sait, il faut savoir qu'on peut demander à un non-juif de le faire. Est-ce qu'il y a des questions sur cela? Gérard, tout le monde écoute là, c'est clair? Je suis clair? Allô? Tout le monde est là? Pas de réaction là. Oui, alors attendez, c'est juste Gérard, il n'est pas là, je crois, il est parti pour animer un autre cours, mais on vous a très bien entendu. Non, je suis là. Pardon. J'écoute le cours. Pardon. Je suis désolé, j'étais en train de boire un café. Merci beaucoup. C'est bien. Alors, vous avez une question sur Shvout et Shoot ou c'est bon, je passe à autre chose?
C'est bon? Non. Ok. Bon, vous pouvez, de toute façon, si vous en avez, vous les notez. Et puis tout à l'heure, on fera un petit point. Alors, une autre question que j'ai demandé à mes élèves donc, de Maître Rivka, c'est la suivante. Et celle-là est arrivée très récemment. Quelqu'un m'a dit, j'ai un frigo, c'est une catastrophe, un frigo moderne. Il y a des lumières dans le frigo et impossible d'enlever la lumière. Il y a des moyens modernes maintenant. Il m'a dit, il faudrait que je casse tout le frigo. Comment faire pour utiliser mon frigo? Il y a la lumière qui s'allume. Bon. Je reconnais que ces nouveaux frigos, c'est compliqué. Hein. Certains ont trouvé des moyens d'empêcher la lumière de s'allumer en mettant un aimant quelque part. Bon, ça, il faut demander à un technicien. Maintenant, je ne connais pas de technicien. Absolument, la majorité de mon repas shabbatique est dans le frigo. Est-ce que j'ai un moyen d'ouvrir le frigo sachant qu'il y a lumière? Allumer la lumière, c'est peut-être Minatora, c'est peut-être Midera Banane. Je ne veux pas rentrer encore dans cette chaîne-là. Mais en tout cas, comme c'est des rabananes pour moi le juif, c'est rigoureusement interdit d'ouvrir le frigo. La lumière va s'allumer. Même si je dis, maintenant les postes modernes disent que les LED, enfin les lumières qu'on a de nos jours, c'est seulement Midera Banane parce qu'il n'y a pas un filament incandescent. Certes. Mais c'est au moins sur Midera Banane. Je ne peux pas faire un Issour des Rabbanan pour manger mon repas shabbatique, c'est évident. Eh bien, la question est, puis-je demander à un goy de le faire, d'ouvrir le frigo? Si le fait d'ouvrir le frigo en allumant l'ampoule, c'est Midera Banane, je reviens au principe précédent, à savoir c'est Shvout, des Shvout et Tzoach Mitzvah. Demander à un goy, faire un Issour des Rabbanan, Tzoach Mitzvah. Maintenant, d'après beaucoup de poskim, le fait d'enclencher un système électrique, ça peut être Minatora. Bon, il y a Chazonish qui parle de ça. Bon. En supposant que ouvrir le frigo soit un Issour Minatora pour un juif, sachez, alors écoutez bien ce point, j'ai dû vous le dire hein, dans les derniers mois, dans la mesure où le goy, au moment où il ouvre le frigo, il n'a pas une kavana miyouchedet particulière, une intention d'allumer la lumière. Lui, il veut juste ouvrir le frigo, c'est tout. Maintenant, en parallèle, sans kavana, il y a la lumière qui s'allume avec certitude, qu'on appelle psychréché. Eh bien, le principe que je vous répète, hein, c'est que psychréché à des goy, quand je demande à un goy de faire quelque chose qui en soi est moutard, ouvrir la porte du frigo en soi c'est moutard si c'était cette lumière, ouvrir une porte c'est permis. Seulement, le frigo est connecté maintenant avec la lumière, de telle sorte qu'en ouvrant la porte, la lumière va s'allumer. Dans la mesure où ce que je demande aux non-juifs, c'est quelque chose qui en soi est moutard et en parallèle, en psychréché, en parallèle, il y a la lumière qui s'allume, ceci est permis. Le Makor, c'est dans Siman Resh Gimel, dans Shulchan Aruch, était que on avait dans les pays très très froids, on peut demander au goy d'ouvrir, de mettre le chauffage en marche. On est tous considérés comme malades quand il fait très froid. Donc on peut demander au goy d'allumer le chauffage. Maintenant, si ce chauffage, comme les tanours Betachoref d'autrefois, souvent les gens cuisaient de la nourriture par-dessus ce tanour. Et bien sûr, ce tanour, sur ce four, il y avait de la nourriture. Donc on demandait au goy d'allumer le four, ça c'était permis, parce qu'on avait froid, on était malade pour le froid. Eh bien, en parallèle, il y avait la nourriture qui se cuisait, c'était permis, on avait le droit de manger cette chose-là. De là, on apprend mon cas du frigo. Voilà. Ça peut servir, hein, sachez donc qu'on peut sans problème demander, dans tous les cas, même si le fait d'allumer la lumière, ça sera sur Minatora, on peut demander à un non-juif de faire l'acte d'ouvrir le frigo, sachant qu'en parallèle, la lumière s'allume toujours par le goy. Voilà. C'est clair? Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Une autre solution, Rav Zerbib, c'est est-ce que ça peut être de dire à un enfant qu'il y a un chocolat dans le frigo et qu'il aille se servir? Voilà, ça, alors là, ça, je vais vous ajouter quelque chose. C'est que, après, je vais expliquer à tout le monde votre solution. Il ne faut pas que ce soit le papa de l'enfant qui demande. Parce que le papa, il a une mitzvah trinour envers l'enfant, alors que les étrangers n'ont pas une mitzvah trinour. Il faudrait quelqu'un d'autre que le papa demande ça à l'enfant. Que le papa, si l'enfant va chercher un gâteau au le frigo, le papa est censé lui dire non, ne le fais pas. Donc, il faudrait une autre personne sur laquelle il n'y a pas mitzvah trinour. Donc, j'explique ce que vous venez de dire. Si un enfant, Alda Tatsmo, pour lui-même, il fait un issour pour sa hana personnelle, à part le père et la mère, surtout le père, en fait, le père a un chiouf de chinour, les autres personnes n'ont pas une obligation de dire au bébé de ne pas le faire.
Donc, c'est la raison pour laquelle on laisse des fois les enfants sortir dans la rue avec une sucette à la bouche. Il en a vraiment besoin. Quand il est tout petit, de toute façon, hein, il ne comprend pas du tout, on le laisse avec la sucette. Mais déjà, quand il arrive à Khinour, si ce n'est le père lui-même, les autres peuvent le laisser. Donc, si en fait, on suggère à l'enfant que dans le frigo, il y a un gâteau, il y a un chocolat, il y a quelque chose qui l'intéresse, et donc l'enfant, mitzadasmo de lui-même, de sa propre initiative, il ne fait pas ça pour son père. S'il fait ça pour son père, c'est assourd. Il y a un bio halakha ou un sharatsioun qui dit que ça peut être un issour de Horaïta même, qui est marqué dans la Torah, l'emagne, noir, bincha, etc. Tu feras Shabbat de telle sorte que ton fils, ta fille se reposent. Donc ça veut dire si les enfants ne se reposent pas, ils font une mlacha pour le père, ça peut être, d'après certains, ça rentre dans l'interdiction de Shabbat, du pasouk mefourash, d'un pasouk clair de la Torah. Bon. Donc, si maintenant l'enfant il fait al-dat asmo pour lui-même, donc l'enfant il prend le frigo pour prendre un gâteau, un chocolat, etc. Ça, on le laisse faire, enfin, si ce n'est le père, bon, le reste de la famille le laisse faire. Et une fois qu'il a ouvert le frigo, on se sert. Effectivement, c'est une solution. Non, mais le père, il est au courant de ce qui se passe quand même, il voit bien. Oui, mais bon, ça va. Il ne faut pas qu'il lui demande, mais. Oui, oui, enfin, il peut faire ishtamouté comme ishtamit, quoi. Il a le droit de. Bon, une autre fois, il fera le rhino. Ça, on peut le laisser faire en l'occurrence. Rav, par rapport à porter, à Jérusalem, il y a deux grands rabbinim, des décisionnaires Chabad qui sont très partagés. Il y en a un qui dit qu'on peut porter à Yerushalayim et un autre qui dit qu'on ne peut pas du tout porter. Mais d'après ce que vous dites, vous êtes assez tranché par rapport à l'Admour Hazaken. Alors, comment vous expliquez qu'il y a un grand Rav qui permette quand même de porter à Jérusalem? Enfin, d'après votre définition, j'ai compris que Jérusalem, ça serait une ville que l'Admour Hazaken interdirait. Alors, comment vous expliquez non, je vous arrête tout de suite, madame. Ce que j'ai dit ne touche pas du tout l'Admour Hazaken. L'Admour Hazaken dit la chose suivante. Il dit qu'aujourd'hui, on a toutes les rues, à part les cas exceptionnels où il y a 600 000 personnes et tout, c'est des carmélites. Mais même dans carmélites, madame, il y a beaucoup de poskim qui disent qu'on n'a pas le droit de porter. Donc, il peut y avoir des marloquettes là-dessus, même dans le milieu Chabad. Moi, je suis de ceux, je ne vous cache pas qu'on a fait le sujet assez récemment au collège, on étudie la Maseret Hérovine. Je serais plutôt de tendance à dire qu'on peut être Mekil pour Admour Hazaken. En fouillant bien, je tendrai la coula dans ça pour Admour Hazaken, et s'il y a des rabbinim qui veulent mes sources, je peux leur dire, j'ai aucun problème. Mais il faut vraiment rentrer, attention, hein, c'est pas sur un pied, hein, c'est quelque chose de. Maintenant, il n'en reste pas moins que malgré tout, celui qui veut être marmir, t'avoir la bracha, il n'y a aucun problème. Il y a de quoi être marmir aussi. Mais Ikaradine, c'est permis. Bon, c'est mon opinion, hein. Ça c'est comme tout, madame, hein. Baruch Hashem. Ken Yirbou, les marlokot, les bonnes marlokot et Shem Shamaïm, il y a toujours eu des discussions entre le Mechaber et le Rama, le Bet Yosef et le Rama. Bon, c'est normal, hein, Baruch Hashem. C'est la richesse de la Torah de montrer plusieurs facettes de la vérité. Ça, c'est aucun mal dans ça. Ah, très bien, merci. Alors une chose intéressante. Un petit détail, mais c'est bien, hein, je sais que ça permet de réfléchir. Allez, je vous pose la question suivante. Vous vous promenez dans votre jardin et il y a un bon pommier. Est-ce que j'ai le droit de sentir une pomme? Vous continuez votre promenade dans le jardin et il y a un beau rosier. Est-ce que vous avez le droit de sentir la rose? Bonne question. Hein. La rose, oui, et la pomme, non. Alors, les fleurs, oui, et la pomme, non. Vous vous rappelez pourquoi? Vous pouvez me dire, monsieur Alancy, je sais que Nadav et Vu, ils ont mort parce qu'ils ont enseigné Dalrod devant leur rave. J'ai pas envie de risquer ma vie. Je vous laisse dérouler votre chiour. Voilà. En deux mots, c'est parce que dans la fleur, on profite de tout, rien qu'en la sentant, à la différence de la pomme. Donc, à la pomme, on est plus tenté de l'arracher que la fleur. Voilà, je vais le dire en d'autres mots peut-être. Oui. L'essentiel de l'ana, du profit qu'on a de la fleur, c'est de la sentir. Puisque c'est de la sentir, et on la sent parfaitement quand elle est toujours accrochée au sol, sans l'accueillir. Le chachash, tout peut arriver. Maintenant, je peux avoir envie de couper mes roses, les rentrer à la maison, c'est vrai. Mais étant donné que je peux en profiter, leur profit essentiel, qui est à savoir sentir, je peux en profiter sans les couper. Donc, les chachamim estiment que le chachash, la crainte de couper, elle est petite. Par contre, si je sens une pomme, c'est vrai que ça sent bon les pommes, mais la pomme, elle n'est pas faite pour être sentie, elle est faite pour être mangée.
Donc, si vous voulez, le chachash, la crainte que je puisse être amené à l'accueillir pour la manger, parce que la manger, c'est quand même le icar, l'essentiel de sa hana, de son profit, il est plus grand, donc vraiment interdit. Khazak, c'est bien, vous êtes rappelé, c'est parfait. Donc, je vous souhaite d'avoir un beau jardin, hein, un beau jardin avec des fleurs que vous allez sentir et des pommes que vous n'allez pas sentir. Voilà. Alors, une autre question. Alors, messieurs, mesdames, je vous pose la question suivante. Ah, c'est du fréquent, du fréquent. La famille prépare la table, shabbatique, etc. On a allumé les bougies, on est une demi-heure après l'allumage des bougies. Et puis une personne va à la cuisine et, oh là là, catastrophe, pour une raison inconnue, la plata n'est pas branchée. La plata n'est pas branchée. Est-ce que je peux aller courir chez mon voisin, mon juif, et lui demander gentiment, est-ce qu'il veut bien me brancher la plata? C'est quoi, Bedash Machot? Oui, Bedash Machot, une demi-heure après l'allumage. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème? Pas de problème. Bon. Vous vous rappelez pourquoi? Parce que ça fait jour, nuit. Alors, c'est aussi un chevou des shoots, des rabanan. Alors, là, c'est pas chevou des shoots. Non. Ben Hashmashot, c'est pas un shoot? Non, je vais vous expliquer pour. Non, écoutez bien. Non, c'est Ben Hashmashot, c'est Safek de Horaïta. C'est peut-être Shabbat déjà, peut-être c'est pas Shabbat. Donc, si on fait une mlacha, c'est Safek de Horaïta la Khumra. Et le fait de brancher la plata, contrairement à ce qu'on peut croire, quelquefois, vous entendez beaucoup qui vous disent que l'électricité, c'est des rabanan. Bon, c'est une discussion, mais il y en a beaucoup qui pensent que c'est des rabanan. Dans la plata, ce n'est pas comme ça. Pourquoi ce n'est pas comme ça? Parce qu'il n'y a pas que l'électricité dans la plata. Il y a aussi les résistances qui sont en dessous. Or, les résistances, c'est quoi? C'est du fer qui est amené à fusion. Or, mettre un métal amené à être en fusion, c'est pas shoot, c'est mavir, c'est créer un feu. Donc, c'est Asur Minatora. Donc, je suis en train de demander aux non-juifs de quoi faire? De faire un Issour Torah aux non-juifs. Mais quand même, alors, bien que ce n'est pas Shvut des Shvut, mais ça s'appelle, le titre de ce dont je parle maintenant, c'est Shvut Ben Hashmashot. On a le droit de faire un Issour des Rabanan Ben Hashmashot. Or, si maintenant la plata, on a dit que c'est de Horaïta, donc ce n'est pas Shvut des Shvut de demander au goy, c'est un seul Shvut, c'est juste l'interdiction des Rabanan de demander au goy. L'interdiction des Rabanan de demander au goy, j'ai le droit de la transgresser, entre guillemets, ça transgresse rien puisque c'est permis, les Tzorech Mitzvah. Et c'est évident que brancher la plata, c'est les Tzorech Mitzvah. Avoir la daf chaude, manger chaud à Shabbat, Ramin, c'est une mitzvah. Avoir un repas chaud, c'est une mitzvah. Donc, c'est bien de savoir que Ben Hashmashot, on peut demander à un goy de faire un Issour Torah. Et le cas archi classique, bon, Hachem, ce n'est pas tous les jours, ni tous les Shabbats, mais c'est classique, ça veut dire c'est fréquent, c'est récurrent. C'est la femme qui, Baruch Hashem, qui s'est réveillée de bonne heure le vendredi et qui a préparé un Shabbat somptueux, quelquefois emportée par sa fatigue, hop, elle s'assoit, elle s'allonge un peu sur le fauteuil, sur son lit, elle s'endort. Elle se réveille un quart d'heure après la shkia. Aïe, 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 elle n'a pas allumé les bougies. Elle demande à Goy. Eh bien, sachez que tant qu'on n'est pas arrivé à la nuit, on est à cette période qui est ça fait Yom, ça fait Laïla. C'est un doute si c'est le jour ou la nuit. Elle peut vite aller frapper chez sa voisine Goya. Elle dit s'il te plaît, allume les bougies. La Goya, elle allume les bougies et je vais vous étonner. Admour Azaken est possèque que l'Aïcha, la femme, la maman, elle a le droit de faire la bracha. Ça, c'est le psaque du Admour Azaken. Après le Magan Avraham, etc. et d'autres. Le Mishnah Bora, il dit c'est ça fait brachot lehakel. Il dit qu'on demande, oui, à la Goya d'allumer, mais sans bracha. Comme ça, ceux qui font comme Saboura, ils le font sans bracha. Mais nous, les Chassidé Chabad, on fait comme Admour Azaken. La maman fera la bracha. Alors vous allez demander comment c'est possible. Elle est adlik, Ner, Shabbat Kodesh. Alors c'est pas elle qui a allumé, c'est la Goya qui a allumé. À quoi ça rime? La réponse, elle est simple. Admour Azaken nous explique que la mitzvah de Adlakat Nerot Shabbat, c'est bien sûr d'allumer. Mais finalement, allumer, ce n'est que l'acte préparatoire au fait que j'ai de la lumière dans la maison. Le ikar de la mitzvah, c'est que la maison soit éclairée. C'est la simchat Shabbat qu'on a avec la lumière. Le or, ça donne la simcha. L'obscurité, ça donne le contraire de la simcha. Donc en fait, quand la femme, la juive, va faire
les Hadik Ner Shel Shabbat, par l'allumage de la Goya, en fait, c'est comme si elle disait Asher qui déchalou Mizvotav, Vetivanu, il nous a ordonné d'avoir une maison éclairée. Et j'ai une maison éclairée. C'est peut-être pas moi personnellement qui l'ai éclairée, mais elle est éclairée. Donc je fais la bracha sur, si je peux dire, l'éclairage, la brillance, hein, l'éclat des bougies qui ont été allumées par la Goya. Donc on peut faire la bracha, les Hadik Ner Shel Shabbat. Très intéressant, vous voyez. Alors, mais comment c'est possible? Allumer le feu, c'est un Minatora. Oui, c'est un Minatora, mais par un goy, c'est Midera Banan seulement. Et comme on est dans cette tranche de temps qu'on appelle Banash Mashot, entre l'Ashkia, le coucher du soleil, c'est-à-dire quand la boule du soleil se cache derrière l'horizon, jusqu'à la sortie des étoiles, c'est une tranche de temps que c'est un doute si c'est le jour ou la nuit. Comme c'est un doute, ça devient un Safek des Rabanan. C'est permis les tzorer pour les besoins d'une mitzvah. Et allumer des bougies, c'est évidemment une mitzvah. Donc, vous voyez, j'ai mis des deux halachot assez fréquentes. Benash Mashot toujours, demander à un goy de rebrancher la plata, demander à une goya d'allumer les bougies quand par accident une femme a pu ne pas l'allumer, bon, elle était bloquée, elle a oublié, et bien ceci est permis par une goya et le faire avec bras. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Je vous écoute. Oui. Ben Hashpashot, il y a un petit truc à faire en plus. Pour Motzei Shabbat, c'est aussi valable. Ah, bonne question. Alors, que tout le monde comprenne la question. Est-ce que ce éther dont je viens de parler, c'est vrai seulement Erev Shabbat ou bien même pendant Shabbat? C'est-à-dire pendant Shabbat, imaginons, on est en train de donner un shiur, la lumière n'est pas allumée. Il y a eu quelque chose, un petit accident, la lumière n'est pas allumée. On va même des bougies, on va aller jusqu'au bout. On n'a pas d'électricité, il y a des bougies. Et grâce aux bougies, on va pouvoir lire le texte qu'on est en train de la sikha ou le Mahamar qu'on est en train de faire. Est-ce que Ben Hashpashot, ça veut dire à partir de la shkia, du Shabbat, je parle. Bon, maintenant, la shkia, c'est assez tard, on va dire 8 heures du soir, 20 heures. Est-ce qu'après 20 heures, c'est la shkia, j'ai le même éther que Erev Shabbat, ça veut dire demander à un non-juif de faire un Issur Torah, d'allumer la lumière, j'ai des bougies. Alors, on me demande, est-ce que c'est vrai? Eh bien, la réponse, le Admor Hazaken rapporte cette halakha, et dans Shulchan Aruch, il dit oui, on est Mekil pendant Shabbat. C'est intéressant qu'il le met entre parenthèses dans le Shulchan Aruch, Admor Hazaken. Quand il met entre parenthèses, ça veut dire qu'il a un petit safek, un petit doute si effectivement c'est aussi vrai pendant Shabbat, en fin de Shabbat, que Erev Shabbat, le vendredi soir. Mais on a une Kabbalah du frère de Admor Hazaken, on a une Kabbalah que ce que Admor Hazaken introduit dans une parenthèse, il faut lire les mots qui sont dans la parenthèse, et la halakha, c'est comme les mots écrits, malgré le fait qu'il y ait une parenthèse. Or, c'est écrit clair dans son Shulchan Aruch, certes entre parenthèses, mais c'est écrit clair, ou Adin, c'est la même chose aussi pendant le Shabbat. Ce qui fait, je me souviens, un massé, je donnais un jour un shiur, et je me suis toujours pris garde de ne pas demander au goy d'allumer, même qu'on est un peu dans l'obscurité à la choule. Je suis MacPid. Bon, maintenant, c'est vrai qu'avec les LED, ça peut peut-être un peu changer, mais bon, pendant de très nombreuses années, les lumières, c'était des filaments incandescents. C'était un son Minatora. J'ai jamais vu, même que certains disent, ça va très bien, pour les Tzorer Rabim, pour un Tzibour, on a le droit de demander un goy. Admor Hazaken, dans Siman Risha, il n'est pas Mekil. Il n'est pas Mekil. Il dit non, il faut être Mahmir, de ne pas demander au goy. Alors, en plein shiur, tout à coup, j'avais le goy qui était là. Je l'ai appelé, j'ai dit allume la lumière. Les gens étaient étonnés. Comment vous demandez? Depuis le temps que vous nous dites qu'on ne peut pas demander au goy d'allumer la lumière, j'ai dit mais regardez l'heure. J'ai surveillé l'heure. Dès qu'on est arrivé à la Shkia, donc on était rentré pendant Shabbat après-midi dans Ben Hashpashot, donc je me suis permis de demander au goy parce que c'était Ben Hashpashot. Ah voilà, ça change tout. Je n'aurais jamais fait le matin ou dans l'après-midi obscur, je n'aurais pas permis. Mais là, dans la mesure où on est déjà dans cette période, cette tranche de journée, ça fait Yom, ça fait Kailad, il y a un doute si c'est le jour ou la nuit, donc je demandé au goy d'allumer. Vous pouvez faire ça chez vous, sans problème, ça dit clair, d'après Admor Hazaken, c'est mon cas. Autre question? Du coup, ça veut dire que c'est juste Safek des Rabanan, les coulins, c'est juste ce principe-là qui nous permet de demander à un goy de transgresser. C'est ça, en fait, oui, c'est ça la neshama du éther, oui. Mais là, on est un peu plus marqué parce qu'on exige quand même que ce soit des Torah mitzvah, alors que de manière générale, quand on dit Safek des Rabanan la Kula, ça n'a rien à voir avec mitzvah, Safek des Rabanan la Kula. Mais là, dans Shabbat, on est plus marqué. Si ce n'était pas pour les Torah mitzvah, ça n'aurait pas été moutar, vous voyez. Donc c'est. Voilà. Autre question?
Oui, question, je reviens sur ce qu'on a dit tout à l'heure pour la lumière avec le frigidaire par rapport à Khinour. Est-ce que vendredi soir, il y a la lumière qui est laissée des parents ou des enfants allumés, il y a des enfants qui rentrent et qui allument la lumière? De quelle manière on peut dire à un enfant ou ne pas dire à un enfant d'éteindre la lumière dans le soir, la nuit? Écoutez, je vous dis tout de suite, moi j'ai toujours traité MacPid de jamais rien demander à un enfant. Certains font la chose suivante, s'il est tout petit, qui ne comprend pas, c'est on met l'enfant sur une chaise à côté de l'interrupteur. Mais pas du tout lui dire, attention. Hein. Et l'enfant, au Hachem, ils ont plein de trayout et tout, ils aiment bien jouer avec l'interrupteur. Donc dès qu'il éteint ou il allume selon ce que vous voulez, vous l'enlevez de l'interrupteur et vous avez obtenir le résultat. Mais, je dis bien, il le fait de lui-même, on le met à côté de l'interrupteur. Je vous dis ça en souriant parce que très souvent on voit que des personnes qui prennent leur enfant, allez, joue avec l'interrupteur. C'est pratiquement le papa qui pousse presque le doigt de son enfant. C'est sûr que ça, c'est assaut. Mais le laisser jouer, comme j'ai dit tout à l'heure, de sa propre initiative, surtout s'il est tout petit, alors même peu de Khinour. Il y en a qui font ça avec des enfants d'1 an, 2 ans, 3 ans. On n'est pas arrivé à Khinour. Laisser jouer avec l'interrupteur, ils adorent ça, hein, les enfants. Ils voient que tout de suite, en appuyant, ça allume ou ça éteint, ça les amuse. Ça, on peut. Mais plus que ça, leur demander à un enfant, c'est aussi interdit. Hein. C'est pas chou, c'est interdit. Rav Jabib, vous avez dit dans un shiur, il y a longtemps de ça, que si, par exemple, dans une chambre d'enfant, il y a de la lumière, on peut carrément demander à un goy d'éteindre la lumière à cause des enfants. Oui. Effectivement, c'est que le tam, c'est le suivant. C'est que allumer, je ne rentre pas dans la soudia de allumer, c'est des raïtas, des rabananes. C'est une grosse. De nos jours, avec les LED, c'est très compliqué. Hein. La majorité de postes qui me disent que les LED, c'est des rabananes. Bon, c'est un point compliqué. Mais la nekuda, c'est que éteindre une lumière, c'est pratiquement sûr que c'est midera banane. Parce que je n'ai pas un profit direct de la melacha. Vous allez me dire non. J'éteins, grâce à ça, Baruch Hashem, je peux dormir. Je peux pas dire... Non, ce n'est pas vrai. Parce que la melacha, là, je suis obligé de remonter à la source de la melacha. Faire du feu. La melacha d'éteindre, c'est on éteint pour faire une mèche, pour faire du charbon de bois. Hein, on faisait brûler du bois, puis on éteignait pour un peu de charbon de bois, avoir des combustibles. C'est ça qu'on faisait. Donc le fait d'éteindre, ça nous faisait obtenir quelque chose de positif. On gagnait du charbon de bois, ou bien quand on allume, on mouche une mèche. On allume la mèche, puis on l'éteint. Le fait de l'éteindre, c'est pour avoir une mèche plus facile à allumer. Donc le fait d'éteindre, ça me donne un profit dans la mèche. Mais le fait d'éteindre une lumière dans une chambre, c'est pour avoir l'obscurité. C'est vrai que je suis intéressé, je suis très très intéressé par l'obscurité, mais ce n'est pas l'intérêt que la Torah prohibe, interdit. Ce que l'extinction, le kibouï, mechabé, c'est une des 39 plachot, mechabé, éteindre, n'est interdit par la Torah que si je suis intéressé de manière directe par l'extinction, que le fait d'éteindre le feu me donne un profit sur la chose que j'éteins. Donc, en 2 mots, éteindre une lumière, c'est midera banane en fait. Dans l'immense majorité des cas, c'est midera banane. Donc, demander à un gosse, c'est chevou des chevaux. Et comme c'est pour les besoins pour que les enfants dorment, ça c'est que c'est une mitzvah que les enfants dorment, donc c'est permis. Voilà, c'est l'explication de votre chez-là. J'ai une autre question. Est-ce qu'on peut faire un parallèle? Ceux qui ont un problème pour entrer à la maison ou sortir, ils ont la lumière qui s'allume. Par les avis qui disent qu'on n'est pas mis de caverne à la lumière quand on passe, est-ce que éventuellement quand on ouvre le frigidaire, on n'est pas mis de caverne à la lumière ou pas? Est-ce qu'on peut faire un parallèle à ça ou pas? C'est pas pareil là. Alors, je vais vous dire le grand filou qu'il y a entre le cas des LED, etc., des capteurs et le frigo. Le frigo, vous faites un massé d'allumer. C'est vrai que ce n'est pas un massé classique, hein, on va ouvrir une porte, mais on a connecté donc l'électricité de telle sorte qu'en ouvrant la porte, finalement, vous créez un allumage. Mais c'est l'acte que vous faites un acte positif. Par contre, les capteurs, c'est autre chose. Regardez bien, c'est très très fin comme soir. Hein. Vraiment, on pourrait beaucoup discuter, ça discute beaucoup dans les post-kim. Mais les capteurs, c'est différent. Vous êtes capté par des capteurs, des ondes, et la lumière s'allume. Ça veut dire que vous ne faites pas un massé positif, vous ne faites pas quelque chose de spécial. Vous ne faites rien de spécial. Juste le fait d'être dans un certain périmètre fait que vous êtes capté et la lumière s'allume.
c'est beaucoup plus calme, ça. Donc, c'est sûr que dire qu'ouvrir le frigo, ça sera permis, il n'y a personne qui dit qu'ouvrir le frigo, c'est permis, ça, personne. Par contre, marcher dans la rue avec une lumière, un capteur qui vous capte, même dans un couloir, et vous êtes capté par le capteur, et ça s'allume, ça rend une grosse marloquette de nos jours. Il y en a qui interdisent, il y en a qui permettent, il y en a qui disent c'est midera banane. Je peux vous résumer ça en gros. Dans les choux de Rav Osner, quand il y a des lumières comme ça dans la rue, il permet. Le Rav Eliashiv, il dit que c'est midera banane. Donc, Rav Osner, c'est permis complètement. Le Rav Eliashiv dit que c'est midera banane. Il y en a qui disent non, ça passe sur bientôt. Bon, c'est, si vous voulez, mon petit avis, très modeste. Pas comme ça, on a passé du temps sur cette souga. Je suis de ceux qui pensent que, certes, il faut éviter, si on peut éviter ces capteurs, il faut les capter, il faut l'éviter, mais s'il n'y a pas le choix, on tâche de faire en sorte de ne pas en profiter, ou en frôlant les murs, ou en fermant les yeux plus ou moins. Mais si au pire on en profite un peu, je pense, c'est ma petite opinion, moi, à Dala et à Touloucha, toute petite, que c'est permis quand même. Voilà. À l'occasion, mais puis c'est un gros pile-poule, c'est pas sur un pied, ça c'est vraiment, il faut prendre toute la souga, comment ça fonctionne. Autre question, messieurs, dames, je vous écoute. Dans ce cas-là, est-ce que demander à un goy de passer, d'ouvrir la porte, c'est permis? Ouvrir la porte, en faisant quoi? Ouvrir la porte, principalement en maison de vacances, par exemple. Vous ne parlez pas des capteurs maintenant, Des codes. Les deux. Pour les capteurs et pour… Non, c'est sûr et certain que s'il y a des capteurs, vous demandez à un goy de passer avant vous, que lui allume, ça, il n'y a aucun problème. Ça, pas un problème, comme je vous dis, parce que de toute façon, ce n'est pas un acte spécial pour ça, il avance, et en avançant, ça s'allume. Ça, c'est sûr, c'est permis. Par contre, si vous voulez lui demander de faire le code, d'appuyer sur le bouton, là, c'est déjà plus compliqué. Alors là, je vous dis, ça aussi, c'est une grande controverse dans les post-kim. Mais il faut savoir qu'en général, c'est au cas par cas, il faut bien analyser la situation. En général, faire le code, appuyer sur un bouton, actionner l'électricité pour de très nombreux post-kim, le Rav Auerbach et d'autres, c'est un Issour des Rabbanan seulement. Bon, Razoni, je ne suis pas d'accord, c'est comme toujours des discussions, mais d'après mes connaissances, la tendance chez les Rabbanei Chabad, c'est de considérer que l'électricité, c'est des Rabbanan. Donc, si on considère que c'est des Rabbanan, donc je demande à un goy de faire un Issour des Rabbanan, et bien sûr, c'est pour une mitzvah, c'est pour arriver à la salle à manger ou rentrer chez vous, faire toute douche ou aller dormir, c'est pas pour jouer. Si vous le faites, c'est vraiment pour pouvoir vivre dans votre lieu de vacances. Donc, s'il n'y a pas le choix, j'ai envie de vous dire, voilà, s'il n'y a pas le choix, on peut demander. Bon, mais je ne vous cache pas qu'en général, on a toujours trouvé des systèmes en mettant des plombs, en mettant un peu du plomb, en mettant de la ferraille, voilà, de chercher le mot, la ferraille. On trouve des systèmes. J'ai une de mes filles qui habite dans une heure comme ça. Bon, quand je viens, elle met une petite savate, toute petite savate d'enfant, et la porte est ouverte, elle reste ouverte, c'est tout. Et donc, voilà, on trouve des solutions. Mais s'il n'y a pas de solution, on peut le faire par le goy. Excusez-moi, Rav. Je vais vous dire une chose, peut-être ça sera un chidouche pour vous. Le Mishnah Berurah rapporte une chita comme ça, en supposant que l'électricité soit minatora, on va dire, d'après Razoni chez d'autres. Si on arrive à faire des shoots, un double des Rabbanan, ça va vous faire sourire. Bon, il faut que les goïs comprennent un peu, qu'ils soient intelligents et qu'ils soient gentils pour faire ça. Vous demandez à un goy de demander à un autre goy. Vous voyez? Parce que ce que vous demandez au premier goy, c'est de faire Issour des Rabbanan lui-même, puisqu'il va demander à un autre goy. Donc, ça fait sous des fous. Ça, c'est sûr que ça marche. Vous savez, c'est facile de faire ça quand vous avez des employés à la maison. Un homme de ménage, une femme de ménage. Au kollel, par exemple, à la yeshiva, je veux dire, dans les choules, très souvent, on a deux personnes. Alors, ils ont un peu l'habitude. Je demande au premier, je lui dis à ton camarade de. Alors là, il peut appuyer sur le bouton, ça devient chou des chou. Voilà. Merci. Rav, par exemple, est-ce que ça sera un problème d'aller au kotel le Shabbat parce que c'est criblé de caméras et de… Écoutez, madame, d'après, mais bon, encore une fois, je ne veux pas encore dans la souga. D'après ce que j'ai pu comprendre, les postes qui m'ont permis cette chose-là. Dans la mesure où vous faites au kamassé, attention, il ne faut pas se mettre, par exemple, dans les choules,
on sait qu'il y a une caméra, on se met devant, on fait un signe à la personne qui est derrière. Ça, c'est Vadaï Assour. Mais si vous faites aucun maasé, à l'image des capteurs, vous voyez, vous avancez, et puis vous arrivez au cotel, malgré les écrans, enfin les films qui se font. Je pense qu'on peut être méquille dans ça. Et les grands podkins sont méquilles dans ça. Bon, vous trouvez toujours, comme toujours, des marques péribles, mais c'est vraiment le cas où on fait strictement rien. Vous voyez, strictement rien. Et j'ai envie de vous dire, si on va au bout de l'idée, allons au bout de l'idée. Vous savez très très bien que si je marche dans la rue, regardez le GPS. C'est quoi le GPS? Quand vous allez, il y a une caméra qui est dans un Spoutnik là-haut dans l'espace qui vous capte. Et vous dites attention, tu te trompes, il faut aller à gauche, à droite. Donc vous voyez qu'on de toute façon, on est capté par des machines. Mais comme ça n'a rien à voir avec moi, je vis ma vie sans être intéressé par ces caméras. Donc c'est permis. Ok, merci. Et même dans toutes les choules, enfin dans beaucoup de choules maintenant. Nous, on n'a pas mis chez nous encore. On a pas mis non, mais bon, mais enfin. C'est pour ça que je dis dans beaucoup et pas dans toutes. Ouais. Même, oui, même dans la rue, on est filmé. Ah ouais, voilà. C'est ce que je dis, partout. À Paris, il y a des caméras. Mais chez nous aussi, la mairie, à côté de notre choule, la mairie, elle a mis des caméras. Elle veut surveiller nos entrées, nos sorties. Pour des bonnes raisons, hein, parce qu'avec Jimmy Pirate et tout, ils voulaient mettre des caméras. Il n'y a pas de problème. On n'a pas le choix, on rentre, c'est tout. On vit notre vie. Autre question? C'est bon? Alors, on continue. Alors, une des questions qu'on a, je pense qu'on l'a abordée cette année, mais donc c'est une question que j'ai demandée aux premières. Quelle solution y a-t-il pour une Isha Beneket, une femme qui allait et dont le bébé n'arrive pas à allaiter? C'est bien dommage de ne pas profiter du lait de la mère, hein, c'est connu, c'est le meilleur lait du monde. Et le bébé, il n'est pas dégourdi, il faut absolument un biberon. Est-ce qu'il y a un moyen de tirer le lait de la maman et le donner au bébé? Elle le jette dans l'évier. Voilà. Alors, pendant de très très longtemps, la seule solution, parce que pour pas qu'il y ait des engorgements pour la femme, on lui permettait quand même de tirer le lait, mais pas dans un biberon ou dans un tire-lait, mais directement sur un kéli pour le jeter, directement dans les vides. Qu'est-ce qu'on gagne en faisant ça? On gagne, ça devient ce que l'on appelle mlacha shenasra legoufa. On fait la mlacha, mais sans la kavana qu'il y avait dans le Mishkan. Parce que la kavana, c'est quoi? C'est que, en fait, le shoresh de cette mlacha, c'est presser, presser de l'huile ou du raisin et en tirer le jus. Alors, nos chachamim identifient donc le fait d'allaiter, donc tirer le lait de là où il se forme, ça s'est identifié à tirer le jus, enfin jus de raisin du raisin. Bon, mais le but, c'était quoi? C'est de prendre le jus. Donc, si j'écrase mon raisin pour jeter le jus, ce n'est pas la mlacha, ce n'est pas la kavana. C'est un sourd midera banane peut-être, mais pas minatora. Eh bien, nous sages nous disent qu'on a le droit de tirer le lait, im oler leiboud, on le jette. Ce qui fait que ce n'est plus un issour de la Torah, c'est un issour des rabbanan. Et comme le fait de garder du lait, ça peut être très dangereux, des engorgements, ça fait des infections, etc. Donc, ils ont permis de jeter le lait. Ou bien, quand c'est des tire-lait qu'on ne peut pas démonter, on mettait au fond du tire-lait un produit qui abîmait, ou du sel, bon, c'est connu. Mais ma question, elle est plus que ça. Je voudrais récupérer le lait. Je veux savoir, est-ce qu'il y a des moyens de récupérer le lait? Pour le bébé, il en a besoin. Il est clair que si le médecin vous dit votre bébé a besoin du lait de la mère, c'est sakana, on ne discute pas. Le nourrisson, il a besoin, on est sommaire, on demande à deux médecins. S'ils vous disent que le bébé a besoin, ben c'est tout. On fait un issour, on lui donne. Voilà. Mais je ne parle pas de ça. Bon, on peut lui donner du lait maternisé, on peut s'arranger, mais c'est dommage. Alors, j'avais préconisé, j'ai une de mes filles qui a eu le cas, et bon, ça marche très bien, c'est de tirer le lait avec un tire-lait branché à une minuterie. Comment? Par exemple, toutes les 2 heures, la minuterie se met en marche, on va dire, pour vous trouver un exemple, 11 heures, midi, 1 heure, peut-être 2 heures. Midi, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 6 heures, 8 heures. Voilà. Alors, il faut que l'Aïcha, elle mette le tire-lait sur elle avant que ça marche, parce que si elle le met pendant qu'il marche, donc c'est elle qui fait l'acte d'extirper son lait, elle met l'appareil sur elle, avant que la minuterie ne se mette en marche. Ensuite, à heure fixe, la minuterie va tirer. Et si c'est la minuterie qui travaille, on a le droit de profiter.
à l'image d'une minuterie qui vous allume une lumière. Hein, il y en a beaucoup qui font allumer ou éteindre les lumières pendant Shabbat, c'est permis. Et bon, on a le droit de profiter de cette lumière allumée par la minuterie. Et de la même manière, donc, on a le droit de tirer du lait avec une machine, si j'ose dire, et le donner au bébé. Ça marche, on a fait l'expérience, et bon, Hachem, ça peut être positif. Sinon, il faut bien savoir, c'est un sourd Torah. Hein. Donc, s'il n'y a pas cette solution, la seule solution, c'est de le tirer, le jeter, parce que sinon, on fait un sourd Torah. Bon, mais la solution, au Hachem, on l'a trouvée. Autre question. Une question, pas directement sur ce qu'on a parlé. J'ai toujours en tête des gens qui disent que Yom Tov, quand on a un feu de gaz qui est allumé, pour l'éteindre, de faire bouillir de l'eau qui va déborder, qui va éteindre le feu. Est-ce qu'il y a une base là-dessus ou c'est complètement faux et interdit? Alors, la réponse elle est comme ça. Ça s'appelle Grama de Shabbat. Gramme qui bouille de Shabbat à Yom Tov. Alors, il y a des discussions dans les poskim. Certains disent qu'on a le droit de couper, par exemple, on a une bougie allumée, qu'on pourrait couper le bas de la bougie de telle sorte qu'elle va s'éteindre plus vite. Donc, créer un système, un mécanisme que ça va s'éteindre plus vite. Donc, finalement, les poskim disent que oui, on a le droit donc de faire déborder, de faire bouillir de l'eau et faire déborder de telle sorte que le gaz s'éteigne. Et une fois qu'il est éteint, on tourne le bouton pour que le gaz ne s'échappe pas. Mais sachez que c'est quand même, ça fait un petit peu zilout, ce qu'on appelle zilouta de Shabbat ou Yom Tov. C'est un petit peu un zilzoul, un petit peu. Donc, si on a vraiment besoin, parce que bon, il y a des personnes qui ont très peur du feu, ou parce qu'il fait très chaud, ou bien parce que peut-être on risque de manquer de gaz, ceux qui ont des bonbonnes de gaz, donc ils veulent éteindre, il faut le faire, mais béakraï. Il ne faut pas que tout votre Yom Tov se passe à éteindre, allumer comme ça les feux. Béakraï, s'il y a besoin, une fois que tout le monde s'est servi, on a fini, on n'a pas envie que le feu continue à brûler pendant des heures et des heures et des heures, on peut le faire. Vous voyez? Mais pas bikviout. Il ne faut pas que ça rentre dans les mœurs, voilà, éteins le feu, allez prendre de l'eau, fait déborder. À part ça, sachez que même quand on permet, on ne fait que dans la mesure où on va utiliser l'eau. Il faut vraiment faire de l'eau à une heure où c'est chaillard, que c'est possible qu'on prenne un café, un thé, etc. Pas stam me faire déborder pour rien. Sinon, vous êtes en train de faire cuire Yom Tov pour rien, c'est interdit. Voilà. Autre question? Oui. Autre question? Minuterie, on a le droit de la dérégler pour changer l'heure? Là aussi, là, vous rentrez dans des grosses discussions. Le Shmirat Shabbat Kilcheta, en se basant sur Rabbi Bach, il dit si elle va s'allumer, si vous retardez l'allumage, c'est-à-dire si elle s'allume plus tard, il permet. De toute façon, elle va s'allumer, au contraire, vous faites en sorte que la mlacha se fasse plus tard. Mais la faire plus tôt, c'est problématique parce que ça s'allume plus tôt. C'est gramma de cette manière-là, vous voyez. C'est le psaque de Rabbi Bach. Certains permettent dans tous les cas et certains interdisent dans tous les cas. Donc, si vous avez, j'ai envie de vous dire, si vraiment vous avez besoin une fois de retarder, pour une raison quelconque, l'allumage, vous pouvez le faire, retarder. Mais faites attention parce que la minuterie, c'est quelque chose de mouxé, donc il faut le faire avec un chinouille. Il faut appuyer sur les plots avec les doigts, vous voyez ce que je veux dire, avec le point, c'est-à-dire trouver un système de déplacer, parce que vous déplacez du mouxé. Donc, il faut le faire avec un chinouille. Et prolonger la melacha, logiquement, ça sera aussi permis alors. La lumière est déjà allumée. Non, prolonger, ça veut dire quoi? C'est allumé, ça reste un peu plus allumé. Ça voulait dire. Oui, si vous la conservez allumée comme ça, il permet. S'il y a besoin, il permet le rubber bar. Bon, ça, il faut prendre. Vous savez, ce genre d'alachot, ou comme on n'a pas quelque chose de clair dans le Mourazaken, donc il faut s'attacher il faut prendre des poskim comme ça vous intéresse, sinon on sera toujours tenté d'être michil. Prendre un posek et le suivre de manière, ou bien avoir assez d'Echarav et il avec Nasafek. Votre Rav, il a fait la Souga, et bien il prendra sur lui le psa. Quoi. Alors, je vais passer un autre registre ici. Le temps tourne vite. Voilà, on a fait à peine la moitié, même pas. Le tiers des chélotes de l'examen de mes chers élèves de Betrika. On n'a pas le droit de faire des melachot à Shabbat si ça a été fait par inadvertance. Inadvertance. Est-ce que j'ai le droit de profiter? Le fruit du ISO s'appelle Maaseh Shabbat. Par inadvertance, j'ai
Ah, J'ai cuit, j'ai fait du toujours thé. intéressant. Ah, c'est plat? Hein, il y a une personne qui ne connaissait pas les halakhot, il a mis 20 sachets de thé dans le koum-koum. Koum-koum branché à l'électricité, donc il a cuit. Ça a cuit. La fin est sur Torah. A-t-on le droit de boire le thé? La fin est sur Torah, il a cuit pendant Shabbat, le thé. Ou bien vous arrivez à la choule, mettez la main dans la poche, il y a un mouchoir, il y a un bonbon. Est-ce qu'on a le droit de manger le bonbon? Est-ce qu'on peut utiliser le mouchoir? C'est la question. Alors, la réponse, écoutez la réponse intéressante. Si le Issour Torah, si le Issour, pardon, que vous avez fait, c'est un Issour de la Torah, c'est interdit de profiter. Si c'est un Issour Midera Banane, sur mode nos sages, c'est permis. Les Kharim ont été Mekil. Ça, c'est la réponse. Alors, dans le concret, ça veut dire quoi? Un Issour Torah, comme je viens de dire, on a cuit quelque chose pendant Shabbat. C'est le cas classique. Ou bien on a porté dans les rares endroits qui sont Reshut Arabim. En France, sur les Champs-Élysées, à New York, à Manhattan. On ne sait pas si en Israël, ça existe un vrai Reshut Arabim, vraiment d'après le Mourazaken, avec 600 000 personnes. Bon. Si on a fait un Issour Torah, c'est interdit. Donc, si j'ai cuit le thé, je ne peux pas boire le thé. Si par contre, j'ai fait un Issour des Rabanan, je suis sorti de chez moi, comme vous le savez, j'habite ailleurs, je vais à la choule. J'ai porté dans des petites rues, c'est carmélite, c'est un Issour des Rabanan. Je mets la main dans la poche, je trouve un mouchoir. Bedi Avad, j'ai le droit de profiter de la chose parce que je n'ai fait qu'un Issour des Rabanan, à savoir de porter dans un reshoot, dans un domaine qui n'est pas un reshoot arabine, qui n'est pas un vrai reshoot, un domaine public, c'est un domaine intermédiaire qui s'appelle carmélite. Donc j'ai fait un Issour des Rabanan seulement, j'ai le droit de profiter. Bon de savoir. Donc, oui, c'est important de savoir si on a fait un Issour des Rabanan ou un Issour Torah. Si on a un Issour des Rabanan, les Chachamim permettent de profiter. Le cas classique, c'est porter dans les petits trucs, quoi. Si on a porté par inadvertance, on a le droit de profiter de la chose. Il y a aussi, il faut bien connaître dans chaque melacha. Je vais vous donner un autre exemple. Faire un jus de fruits qui ne soit ni de l'huile ni des raisins. Jus d'orange. Ce n'est pas interdit minatora. Pour diverses raisons. Une des raisons, c'est parce que l'huile et le raisin, ce sont des fruits qui sont essentiellement plantés pour leur jus. Alors que les autres fruits, bon, les oranges, on fait beaucoup de jus d'orange, mais d'immenses quantités d'oranges qui sont mangées en tant qu'orange. Donc, ça, c'est au midera banane. Alors, imaginez quelqu'un, vous ne savez pas, il a pris, il s'est fait un jus d'orange Shabbat. Et je vais aller plus loin. Je vous ai dit, je pense récemment à l'époque de Pessah, que faire un jus d'orange pendant Yom Tov, c'est assour aussi. Ça fait partie des melachot interdites. Eh bien, faire un jus d'orange, Yom Tov, c'est interdit. Si Bedi Avad, Shabbat ou Yom Tov, même Shabbat, j'ai fait un jus d'orange, je n'ai fait qu'un Issour des Rabanan par inadvertance. Hein, Bémézid, sciemment, c'est évident que c'est assour. Quelqu'un, il vient chez vous, il pensait bien faire, il avait que les enfants avaient soif. Hein, vous avez comme ça une grand-mère qui est chez vous, qui ne connaît pas bien la halachot, elle vous a pris 1 kilo d'orange, elle a fait du jus d'orange pour les enfants. Donc, elle a fait qu'un Issour des Rabanan. Eh bien, Bedi Avad, on a le droit de boire ce jus d'orange. Intéressant, vous voyez. Donc, il faut savoir ce qui est des Rabanan, ce qui est d'Oraïta. En l'occurrence, c'est des Rabanan, parce que sinon, j'aurais été de l'huile, j'aurais écrasé ou bien du raisin, j'aurais fait un verre de raisin. Par inadvertance, j'ai pas de vin, voilà, j'ai trouvé une bonne idée, j'ai acheté 1 kilo de raisin, j'écrase mon raisin, Baruch Hashem, j'ai un verre de vin pour faire mon kidouche. Waouh, surtout pas. J'ai fait un Issour Torah, donc je n'ai pas le droit d'en profiter, je mets ça de côté et j'en profite pas pendant Shabbat. Y a-t-il des questions là-dessus? Oui, une question. Ça m'est arrivé, ça m'est arrivé Shabbat. J'avais mon masque dans la poche, je suis sorti dehors et je me suis aperçu qu'il était dans ma poche. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Le remettre sur soi ou le jeter en arrière? Alors, d'abord, pour déjà répondre à votre question, on va partir du principe qu'on a le droit de mettre le masque sur soi pendant Shabbat. Oui, bah oui. On parle de ça, hein, parce que c'est pas évident. Ça fait 10 ans. On va dire, voilà, c'est mettre le masque, c'est comme mettre un chapeau. Alors, si vous vous en rendez compte pendant que vous marchez, le fait de s'arrêter avec le masque dans la poche, c'est assourd.
Parce que vous avez fait Akira, vous avez pris le masque de la maison ou la choule, et puis vous êtes dans la rue, dès que vous arrêtez, Anachat Goufo, Kanachat Refet. Le fait de vous arrêter dans la rue, c'est comme si vous avez posé le masque par terre. Donc vous avez fait la malacha complète. Vous l'avez pris de la choule et vous l'avez posé par terre dans la rue. Si vous êtes arrêté. Donc si vous êtes arrêté, excusez-moi, si vous êtes en train de marcher, il ne faut surtout pas vous arrêter. Parce que si vous vous arrêtez, vous êtes en train de poser l'objet. Donc qu'est-ce que vous devez faire? Surtout, il faut pas continuer parce que faire Arba Amot avec le masque dans la poche, c'est pas bien. Vous faites du surplace, vous tournez, vous arrêtez surtout pas. Vous prenez le masque et vous le mettez sur vous, sans vous arrêter. De telle sorte que maintenant qu'il est sur vous, c'est derrière Malbouche et Mouta, et vous ne l'avez pas posé. Vous avez évité le ISO. Ça, c'est dans le cas où vous étiez en train de marcher. Il faut avoir le réflexe, ne pas s'arrêter, c'est pas évident. Si par contre vous êtes arrêté déjà, vous trouvez un mouchoir dans votre poche, ça dans ce cas-là, il faut le poser avec un chinouille. Vous l'enlevez vous le jetez par l'épaule avec un chinouille, ce qui fait qu'il n'y a pas l'interdiction de Hanacha, puisque vous le faites avec un chinouille, en tout cas on le diminue. Si c'était un restaurant rabbin, on part d'un Issour Torah à un Issour de Rabbanan. Donc vous le jetez par terre. Une fois qu'il est par terre, vous avez le droit de le ramasser, et de le mettre sur vous. Vous voyez? Donc je répète, je ne sais pas si j'ai bien dit, je vais répéter, je ne sais pas si j'ai bien dit. Donc, encore une fois, si vous êtes déjà arrêté, donc la hanacha est déjà faite, c'est comme si vous l'avez posée par terre. Vous êtes arrêté. Donc, elle est dans votre poche, par terre dans votre poche, c'est la même chose, vous avez le droit de le prendre, de le mettre sur vous. C'est un peu comme si votre chapeau il est tombé par terre. Votre chapeau il est par terre, vous avez le droit de le ramasser, le mettre sur vous et partir. Parce que puisque vous le mettez sur vous, ça devient un malbouche, ça devient un habit qui est sur vous, et j'ai le droit de le mettre et partir. Si par contre, je suis en train de marcher, je fais du surplace déjà, je le jette derrière l'épaule pour faire une anacha qui ne soit pas assoura, puisque je le fais avec un chinouille. Une fois qu'il est par terre, je m'arrête, je le mets sur moi, je repars. Est-ce que je suis clair? Oui. Clair. Voilà. Je n'ai pas très bien compris pour l'interdiction, par exemple, de faire un jus d'orange Shabbat, parce que moi, j'ai appris, je ne sais pas où elle est mon erreur, je ne sais pas où est mon erreur, mais j'ai appris que quand on fait un issour, il faut attendre Motsei Shabbat, il faut attendre le temps qu'on a mis pour faire le issour et après le consommer, et à condition que ce n'est pas nous qui avons fait le issour. Vous avez compris ce que je dis? Je vais vous dire ce que l'alaha, madame. Oui. L'alaha, elle est que si on a fait une melacha, ça ne contredit pas du tout ce que j'ai dit. Si on a fait une melacha de la Torah, oui. Rappelez-vous le cas du thé. Je n'ai pas le droit de prendre le thé. Je n'ai pas dit que le thé, il faut le jeter. J'ai dit, je n'ai pas le droit de le consommer pendant Shabbat. Après Shabbat. Donc, après Shabbat, j'attends Birdeshi Asou, le temps de le refaire, c'est quoi, quelques minutes, et je le bois. Par contre, si l'issour que j'ai fait, c'est un issour des Rabbanan, je peux le consommer tout de suite Shabbat. Ah, super. Ah, d'accord. Donc, ça concède à ce que vous avez appris. C'est tout à fait juste ce que vous avez appris. C'est bon? Oui, mais il paraît que celui qui a fait le issour, c'est interdit pour tout le temps. Quand il a fait Bémézid, madame, Bémézid. Ah, d'accord. Les Bémézid, quelqu'un qui a construit une maison, il ne peut jamais en profiter de cette maison. Bémézid. Mais Béchogeg, il peut profiter après Shabbat, Birdeshi Asou, le temps de faire la chose. Ah, à condition que ce soit Deoraita, un issour Deoraita, c'est ça? Voilà, issour Deoraita. C'est des Rabbanan, ça veut. C'est permis tout de suite. Je ne parle pas de Bémézid. Bémézid, c'est toujours assour, même des Rabbanan. Mais on ne parle pas de quelqu'un qui fait Bémézid, on parle des gens de chez nous. Quoi, qui font, ok, voilà, merci. Écoutez, on va conclure avec une halakha. J'espère que si ça vous intéresse, ces questions-réponses, on peut continuer pendant une semaine ou deux là-dessus. Ça nous fait brasser beaucoup de choses. Juste une question, le masque sur le nez, est-ce que c'est valable pour Shabbat ou il faut obligé de le mettre sur le nez? C'est des discussions. Écoutez, je vais vous faire une confidence, je n'ai jamais mis le masque. Parce que je n'ai jamais senti que c'était un habit, vous voyez. Mais bon, il y en a beaucoup qui disent que surtout maintenant, on est obligé, avec la loi, etc., ça devient un habit, quoi. Ça devient obligatoire. Bon, si vraiment c'est obligatoire là où vous êtes, vous le mettez, quoi. Je sais que je me suis toujours arrangé, j'ai pris sur moi, j'ai dit à tout le monde, au pire, je paierai 135 € de classe, et ça comme ça en France. Bon, Hachem, je n'ai jamais payé 135 €. Voilà. Mais je n'ai pas senti que c'était un habit, juste de mettre quelque chose dans la bouche protégée, c'est pas du tout comme un foulard, c'est pas du tout comme un chapeau et tout. Bon, mais on peut discuter sur ça, parce que quelque chose qui est obligatoire pour certaines raisons, même ça peut devenir moutard, comme par exemple être un bandage sur un bobo pour protéger le bobo. Bon, c'est encore une grosse discussion, il faudrait faire un chiour en soi sur cette Nekuda-là. On va finir avec une halakha
J'étais dans une maison et j'ai vu des personnes qui ont pris Pachout de l'eau. Il n'y avait plus d'eau chaude, ils ont pris de l'eau, ils l'ont mis sur le couvert de la marmite. Alors, je dis, mais qu'est-ce que vous faites? On m'a dit, écoutez, on a appris qu'on a le droit de mettre des chalotes sur le couvert, donc j'ai mis de l'eau. Et c'est cuit. C'est ce que j'ai dit. J'ai dit, il y a une immense différence. C'est que les chalotes sont cuites. En fait, c'est une fille, mais l'eau, elle n'est pas cuite. Donc, quand vous le mettez sur le couvert de la marmite, elle peut arriver à une cuisson. Alors, ce qu'on peut dire, c'est qu'avant que l'eau elle boue sur le couvert, ça prend beaucoup de temps. Mais, on fait une xéra que si on l'oublie, on le laisse des heures et des heures, c'est sûr que ça peut arriver à être beau. Sur une bonne plata avec une bonne casserole dessus, ça peut arriver. Donc, c'est évident qu'il ne faut pas s'amuser à mettre de l'eau ou du lait sur le couvert d'une plata. Hein, ne vous trompez pas. Hein. Et celui qui l'aurait fait, il n'aurait pas le droit de profiter. Hein. C'est pas sous ta sourd. Hein. Il n'a pas de profiter. Voilà, messieurs, dames. Chazak Uvarour. Donc, encore une fois, on va toujours être mishtatef au tsar de toutes ces familles-là qui sont en deuil, qui sont encore dans les shivara. Ça, vraiment, ça brise le cœur. Et ça nous donne la force de demander à Dieu que daï, ça y est, quoi. Ça, daï. On est prêt à tout, on est prêt à donner notre vie, notre Torah, tout donner. Mais c'est que tout le monde soit bien et que la chair se dévoile, quoi. C'est tout, qu'on voit Dieu dans ce monde. Amen. Amen. Stop. Merci beaucoup, Rav Zabim. Quoi tout, frère. Quoi tout. Merci.